suite le sommaire de l'émission. Alors de quoi allons-nous parler? D'une actualité très riche. Messi à la place de Mbappé. Et si c'était possible? Si Kylian Mbappé quittait le PSG à 1 an de la fin de son contrat, si Lionel Messi venait jouer comme le désire Neymar au PSG. On va en parler dans l'émission, évidemment. Vieira remercié, je vous le disais, une information notamment de Bertrand Latour qu'on trouvera tout à l'heure, c'était ce matin. Est-ce que c'est injuste finalement après ces 2 années et demie passées à l'OGC Nice? Autre sujet abordé ce soir, ce match entre Nîmes et Marseille à 21h, la Ligue 1 est de retour. L'embellie pour l'OM qui a gagné en Ligue des Champions, qui est possiblement leader de la Ligue 1 avec ses matchs en retard. Une embellie à confirmer dès ce soir, attention au match piège. Et puis la déclaration qui fait parler à propos de Luis Enrique, évidemment, Villas-Boas est-il décrédibilisé après ses propos sur la pépite devenu fantôme en l'espace de quelques semaines. Mais avant cela, on va s'intéresser à l'OL. Lyon qui est revenu très fort ces dernières semaines et Lyon qui est plus ambitieux que jamais. En tout cas, ses joueurs. On va lire la déclaration de Lucas Paqueta, dernière arrivée au club, qui nous dit « J'espère que l'on pourra se battre pour le titre jusqu'au bout. Je sais qu'on a les capacités de gagner le championnat, mais aussi de se qualifier pour la Ligue des Champions l'an prochain. » Et tout à l'heure, au micro d'Anthony Serron, notre correspondant à Lyon, on a écouté Bruno Guimaraes, nous parler justement de cette nouvelle ambition des Gaunes. Je sais qu'on a une équipe très forte, une équipe avec des grands joueurs. Comme j'ai dit avant, on est en train de jouer juste le championnat français. Ça, c'est possibilité qu'on s'entraîne plus. Et toujours pour s'entraîner ici, on est en train de s'entraîner fort. Et il y a beaucoup de disputes dans l'équipe pour jouer. Et c'est bien, on pense qu'on peut gagner, oui, le championnat français. On est en train de travailler pour toucher les trophées. Et ben voilà de l'ambition, maintes fois réclamée pour les concurrents du PSG. Alors je vous pose la question, à vous qui nous regardez, à vous autour de la table, est-ce que cet OL peut vraiment, comme le souhaitent ces 2 joueurs, jouer le titre? Il le faut absolument pour Thibaut Vizirian. Oui, comme tous les ans pour Olivier. Oui pour Vikash. Oui, mais pour Pierre. Tout dépend du PSG pour Karim Djedjari. Et je le souhaite, nous dit Julien Aliane. Tiens, Pierre Boubi, je vais commencer avec vous. C'est vrai que c'est un peu nouveau. Et quand on dit tant mieux, c'est pas pour prendre parti, évidemment. C'est juste pour le suspense de la Ligue 1. C'est un peu nouveau que ces joueurs lyonnais soient si ambitieux et le disent haut et fort. Ils sont ambitieux, je pense qu'ils ont les moyens de l'être aussi. Ils ont une équipe qui est potentiellement faite pour jouer la Ligue des Champions et ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année. Donc forcément, ils ont réussi à garder leurs principaux bons joueurs qui étaient Depay et Aouar. La vraie difficulté va être au mois de janvier en fait, à savoir s'ils vont réussir à garder les éléments forts du groupe. Parce qu'ils ont un calendrier plus allégé et puis parce que voilà, ils montent en puissance depuis le début de l'année. Et je pense concrètement que s'ils continuent sur leur rythme, je les vois titiller en haut en fait. Moi, je les vois continuer sur leur lancée et puis faire une belle aventure cette année. Ouais. Alors la lancée. Comme disait Pierre, le rythme est assez important, élevé du côté de l'Olympique Lyonnais. Regardez, ils sont sur une série assez impressionnante. Ils sont invaincus lors de leurs 9 derniers matchs. C'est 5 victoires et 4 nuls, dont 3 victoires consécutives sur cette période et dont également 2 victoires sur leurs 3 derniers déplacements. On rappelle que dimanche, ils se déplacent à Metz. Alors, il fallait croire finalement les propos du coach Vikash Dorasso de Rudy Garcia et des joueurs qui disaient notre saison commencera une fois que le mercato sera terminé. On le sait, cette année le mercato était plus tardif parce que c'est vrai, les faits leur donnent raison. Ouais, parce que ça avait mal démarré, oui. et que là, ça leur donne raison. Mais Denayer aussi, au tout début, avait dit discrètement, on a envie d'aller chercher le Paris Saint-Germain. Moi, je trouve ça super. Souvent, secrètement, dans le vestiaire, on a des ambitions, on y croit, parce qu'évidemment, on démarre le championnat pour aller très haut, mais on n'ose pas le dire publiquement. Là, je trouve que voilà, c'est osé, enfin. Et je pense qu'il y a d'autres clubs qui pourraient aller chercher le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Ils ont le budget, ils ont l'effectif. Donc voilà, tous les clubs depuis un moment, ne démarre plus pour être champion. Il démarre juste pour se qualifier en Ligue des Champions, pour équilibrer les budgets, faire leur Coupe d'Europe l'année d'après. Et il y a que le Paris Saint-Germain qui vise le titre. Donc je trouve ça plutôt sain de voir le Lyon, peut-être Lille, peut-être Monaco aujourd'hui qui remonte, Marseille qui a 3 matchs de retard, aller chercher le Paris Saint-Germain. Mais quand on est joueur Olivier et qu'on affirme ça derrière, il faut assumer sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut pas fléchir, surtout au moment d'une remontée. Évidemment, mais quand on regarde la qualité de l'effectif, la qualité intrinsèque de cet effectif, si on enlève le PSG, pour moi, Lyon a le meilleur effectif devant l'OM, devant Monaco, devant Rennes. Donc il ne faut pas se cacher, il ne faut pas avoir peur de ses ambitions. Et quand on a un seul match par semaine, on doit prétendre aux plus hautes ambitions. Et la plus haute ambition, c'est d'aller chercher le titre. Surtout que la concurrence, pour le coup, cette saison, aide plutôt Lyon.
On sent que c'est un petit peu fragile du côté du PSG, que c'est la première fois depuis longtemps qu'on peut venir les titiller. De l'autre côté, Marseille a encore la Coupe d'Europe dans les jambes à jouer. Lyon est tranquille, il se passe quelque chose. Et puis même ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps avec Aouar, je trouve que ça a été très bien géré dans d'autres clubs ou même à Lyon précédemment. Pourtant, on a fait des débats. C'est pas faute d'avoir fait des débats. Exactement, mais je trouve que la discipline est accrue. Il se passe des choses dans ce club-là. Rudy Garcia est un peu moins contesté. Et puis Rudy Garcia, c'est quelque chose qu'il connaît. Il l'a fait avec Lille il y a quelques saisons. Il a cette expérience-là. Lyon présente un gros effectif. Et puis même le banc. Enfin, quand je vois qu'il met Cacré sur le banc, qu'il met Diomandé sur le banc, voilà, il y a vraiment moyen de faire quelque chose pour Lyon cette saison. Le seul point noir qu'il peut y avoir, c'est le mercato de janvier, en fait. C'est tout. Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que s'ils partent, les joueurs essentiels partent, ça peut être compliqué. On revient vers vous, Karim Nedjari, dans un instant, mais là on parlait des joueurs, Olivier nous a parlé de Rudy Garcia, c'est le moment de l'écouter, il était donc en conférence de presse tout à l'heure, on va l'écouter nous parler de cette ambition, est-ce qu'il a la même que celle affichée et affirmée par ses joueurs? L'équipe qui est dans les 5 premières qui perdra ce week-end, elle risque de se retrouver 5e. Ça veut dire combien c'est serré, quoi. Donc avant de parler d'autre chose, il faut déjà s'installer sur le podium. L'objectif, c'est d'être en Ligue des Champions. Et la Ligue des Champions, c'est les 3. Donc dans les 3, il y a 3, il y a 2 et il y a 1. Mais je pense que ça serait manquer d'humilité, même si on ne manque pas d'ambition, de parler de ça. Il n'y a que le match à Metz qui compte. Le rappel que je fais, c'est que le match d'après, pour l'instant, il n'existe pas, il ne compte pas. Le danger, ça peut être celui-là. Que ce match de Metz, il pourrait ressembler à un match pré-Coupe d'Europe, on va dire, puisqu'effectivement, le match suivant, ça risque de ressembler à un match de Champions League. Mais nous, il faut qu'on fasse en sorte que dimanche, ça soit un match de Champions League pour nous. Alors, il y a ce match contre le PSG évoqué à demi-mot, parce qu'il n'a pas prononcé le mot Rudy Garcia. C'est quoi justement le calendrier de l'OL? Alors, vous l'avez entendu avec Rudy Garcia, déjà dimanche, il y a le déplacement à Metz. Ensuite, il y aura un déplacement périlleux au Parc des Princes pour affronter le PSG. Il y aura un Lyon-Brest dans la foulée. Brest qui joue bien au ballon cette saison, donc ça risque d'être aussi compliqué pour les hommes de Rudy Garcia. Un autre déplacement à Nice, et puis juste avant la trêve hivernale, il y a la réception de Nantes de Christian Gourcuff. Alors, Karim Nedjari, vous disiez sur votre ardoise au début d'émission que ça dépendait du PSG, le PSG que Lyon va jouer donc dans 2 journées. Là, on a vu un PSG, j'ai envie de dire, libéré après sa victoire à United, quasiment qualifié en Ligue des Champions, qui va peut-être bénéficier d'un peu plus de repos et de préparation pendant la trêve. Vous pensez que ce sont les seuls joueurs du PSG qui détiennent la clé? Je sais que c'est agaçant de tout ramener toujours au PSG, mais en fait, si le PSG a envie, s'ils ont envie de jouer, de se replacer, si les attaquants se replacent et qu'ils veulent tuer le championnat, ils le tuent. Sauf que cette année, avec l'année du Covid, il y a quelque chose qui a changé. On voit bien que la préparation physique a été changée, que les résultats sont irrationnels, et que là, tous les autres clubs, comme disait tout à l'heure Vikash, ont maintenant l'espoir de se dire on peut battre le PSG. Donc ça donne aussi une ouverture à ce championnat, et tout le monde peut avoir cette envie de convoiter pour la première fois depuis longtemps cette première place. Si le PSG a envie d'assassiner le championnat, ça sera fait. Mais là, on a l'impression qu'ils pensent à autre chose. D'abord, de retrouver la forme. La deuxième, c'était de se qualifier pour la Ligue des Champions. Et après, il va falloir se remettre dans ce championnat. Mais là, on voit, pour la première fois, après un tiers, le trou n'est pas fait. Donc, si Lyon, qui n'a pas la lourdeur de la Coupe d'Europe, y croit, avec l'effectif, comme tout le monde l'a dit ici, oui, ils peuvent essayer de les challenger. Mais si le PSG a envie, ils peuvent évidemment assommer le championnat. Enfin, ce que tu dis, je suis d'accord, mais le problème, c'est qu'avec le nombre de points que fait... je crois qu'ils ont pris 12 points sur 15 sur les derniers matchs. S'ils continuent sur ce rythme-là, c'est le rythme du PSG. Donc à un moment donné, ça va jouer que sur les matchs contre le PSG, au match aller, au match retour. Il va y avoir les matchs de confrontation directe qui vont être lourds. Il va y avoir un PSG Lille qui va être intéressant. Dans 15 jours, il y a le PSG Lyon. Si Lyon venait faire une bonne surprise, même un match nul, ça donnerait de la force à tous. Mais j'ai le sentiment que le niveau s'élève un peu en dessous et que le PSG va avoir des matchs difficiles contre plusieurs équipes. C'est pas une équipe qui va aller le chercher. Et le fait d'y croire tous, enfin toutes ces équipes, ça peut donner de la force à toutes ces équipes justement pour aller chercher Paris Saint-Germain. C'est juste changer d'état d'esprit. Je pense que jusqu'à présent, les équipes n'y croyaient pas du tout, quoi. Là, elles y croient de nouveau tout ensemble. Et ça donne quoi une équipe à 23 points après 12 journées comme l'OL? Alors, pour Lyon en tout cas, Lyon qui est à 2 points cette saison seulement du PSG,
PSG. On a pris les 5 dernières fois où Lyon a eu 23 points ou plus après 12 journées de Ligue 1. Eh bien, Lyon, vous le voyez, a toujours terminé sur le podium, hormis pas toujours. lors Ah bah de la oui. saison 2011-2012. C'était il y a un petit moment déjà. Le roi du toujours sauf, Julien Aliane. Quel génie. Quel génie. Thibaut Vizarian, ça donne quoi sur les réseaux? Ils seront toujours champions, sauf s'il y a un petit problème. Alors non, sur les réseaux sociaux, avec cette série de 9 matchs sans défaite, etc., il y a du positif. Rudy Garcia est beaucoup moins épié, il y a moins de négatifs envers lui. Et puis, vous avez montré les déclarations de Lucas Paqueta. Lui, il a marqué des points depuis son arrivée, le Brésilien. Et il y a quelqu'un dans votre vie qui vous protège autant que Paqueta protège son ballon. Parce que voilà, il impressionne, il marque pas forcément, pas toujours passeur décisif, mais dans le jeu, il a vraiment apporté du liant, quelque chose, Lucas Paqueta, et un peu de magie. Regardez d'ailleurs, on dirait Greg et Pierre Boubi au réveil, Lucas Paqueta à l'entraînement du côté des Lyonnais, ça danse, il y a de la bonne humeur, il y a des bonnes ondes en fait sur les réseaux sociaux. Même Rudy Garcia n'est pas dépeint en clown, mais bien en Père Noël cette fois-là. Sur les réseaux, on nous dit aussi qu'avec un homme comme ce gardien de but qui est décrié par les autres équipes, mais pas du tout en interne, Anthony Lopez, on peut rêver à des exploits et à prendre des points. Et puis il y en a aussi qui se sont révélés, c'est le jeu de ces équipes qui réussissent cette année, comme Sinali Diomandé, le défenseur central ivoirien arrivé il y a un an en réserve à l'OL, qui a marqué des points, qui a marqué les esprits. Et donc on a un Noël conquérant désormais, et sur les réseaux sociaux ça se voit. Il n'y a plus de Rudy Garcia. Ah oui, ça a changé du tout au tout. Ça a changé, c'est magique. Ça va vite le foot. C'est le football. Ça va vite le football. Voilà une belle pensée. Dans un instant, nous allons parler de Patrick Vieira, licencié de Nice ce matin. Est-ce que c'est injuste après 2 ans et demi de travail du côté du club azuréen? On va en débattre. On parlera également de la déclaration de André Villas-Boas, le coach marseillais, et puis du match de ce soir de l'OM à Nîmes. Sans oublier évidemment l'éventuelle arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. On revient au foot avec l'OGC Nice qui s'est séparé de son entraîneur Patrick Vieira. On a appris que Patrick Vieira avait une réunion avec le board niçois et avait été démis de ses fonctions. C'est Adrian Urcea qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Il sera notamment assisté par un certain Didier Digard, ancien capitaine aussi des Aiglons. Alors, vous parlez du board, on va écouter justement le président de l'OGC Nice, Jean-Pierre River, nous parler des raisons qui l'ont poussé à mettre Patrick Vieira hors du banc niçois. On l'écoute. Comme vous le savez, on a officialisé le départ de Patrick Vieira. Alors, c'est jamais très simple d'arrêter un coach en cours de route. Et sur le plan humain, c'est jamais très agréable. Mais enfin, c'est une décision que l'on a prise. Parce qu'effectivement, on n'est pas des gens à agir, contrairement à ce que peuvent penser certains sur une défaite ou ainsi de suite. Donc, c'est une réflexion qu'on a menée depuis un certain temps sur certaines choses. Et c'est vrai qu'on a essayé d'accompagner Patrick au maximum. En tout cas, on considère qu'on a essayé de l'amener jusqu'au bout, d'arriver à trouver avec lui des solutions. Et puis bon, à un moment, on considère qu'on ne prend pas nécessairement la bonne route. Donc il faut savoir reconnaître que dans un projet, on est tous responsables, et nous les premiers bien évidemment. Et que quand on considère que la route que l'on prend n'est peut-être pas la bonne, il ne faut pas hésiter à se poser des questions et puis à prendre une autre route. Voilà, c'est ce que l'on a fait. Voilà pour l'éviction de Patrick Vieira. Vous avez entendu les raisons du président niçois. Je vous pose la question, messieurs, autour de la table. Est-ce que cette décision, après 2 ans et demi, vous semble plutôt injuste? Alors, pas totalement. 3 ans, c'est bien pour Thibaut Vizarian. Oui pour Olivier Bossard. Oui pour Vicage Dorasso. Oui pour Pierre Boubi. Dommage, le projet était bon pour le foot français, pour Karim Nedjari. Alors, pas du tout pour Julien Aliane. Mais avant de vous donner la parole, on va prendre, on va accueillir avec nous Bertrand Latour, parce que Bertrand est celui qui a tweeté plus vite que son nom l'info du départ de Patrick Vieira. Bravo, jeune padawan, bravo, jeune reporter. Mais plus sérieusement, Bertrand, hier, vous avez vu le match également, vous l'avez croisé, Patrick Vieira. Est-ce que vous aviez senti venir cette éviction finalement attendue et réclamée d'ailleurs par des supporters niçois? Le contexte était assez lourd, hein. Bonsoir Greg, absolument, oui, le contexte était lourd à Nice. J'ai pu arriver à Nice au match un petit peu avant, et on sentait bien qu'il y avait un contexte qui était extrêmement particulier, un peu pesant, même s'il n'y avait pas de supporters. D'ailleurs, les supporters, ils avaient accueilli les joueurs, y compris le coach, à la sortie du centre d'entraînement pour se diriger au match, avec quelques revendications, et notamment certaines qui étaient formulées surtout à l'endroit de Patrick Vieira. La décision, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle
qu'elle n'est pas prise quand même uniquement sur le match d'hier. Elle était peut-être même déjà actée avant cette rencontre contre Leverkusen. La défaite n'a fait que peut-être entériner cela, mais c'était dans l'air depuis un certain nombre d'heures et de jours maintenant. Patrick Vieira qui a été informé de ça à l'issue de la rencontre. Il y a eu une entrevue avec les dirigeants d'ailleurs que j'avais pu croiser à ce moment-là à la sortie du stade, qui était pour certains dans leur voiture en conversation assez longue au téléphone, pour d'autres qui ne souhaitaient pas s'exprimer. Donc oui, effectivement, c'était assez spécial hier comme atmosphère. Et c'est que par contre, en revanche, tout au long de la conférence de presse, Patrick Vieira était assez combatif en disant qu'il souhaitait continuer, qu'il avait évidemment toujours l'envie, toujours la détermination. Sans doute était-il déjà d'ailleurs au courant que son sort était scellé, mais c'était pas à lui de l'annoncer. Donc oui, une conférence de presse assez curieuse. Merci Bertrand pour toutes ces précisions. Alors Olivier, vous me dites oui, ça me semble injuste. Donnez-moi vos arguments. Pourquoi ça vous semble injuste ? Je trouve ça un peu rapide, un peu précipité comme décision. Il est arrivé il y a 2 ans, il finit 7e. La saison dernière, même si le championnat a été arrêté, il finit 5e. Si on regarde plus globalement tout avec quoi Patrick Vieira doit jongler cette année, c'est pas évident. Il doit faire face à beaucoup de blessures. Il perd Dante, qui est son capitaine, qui tient la défense. Attal qui se blesse, il n'y a pas d'équivalent. Dolberg, son buteur devant, qui se blesse, pareil, c'est compliqué. Schneiderlin au milieu, qui a été pas mal blessé, pareil, c'est pas simple. Et c'est un club qui a été pas mal touché par le Covid. Ils ont carrément été obligés de fermer leur centre d'entraînement. Il y a la moitié de l'effectif qui a été touché. Il y a plusieurs joueurs qui ont dit qu'ils ont eu du mal à revenir physiquement, que ça les a beaucoup touchés. Voilà, et j'ai jamais entendu un joueur se plaindre de Patrick Vieira. On avait l'impression que le groupe vivait plutôt bien. Donc je trouve ça un petit peu rapide. Je lui aurais au moins laissé terminer l'année. Et Nice n'est pas si loin que ça au classement. Et juste pour compléter la liste détaillée là par Olivier, il y avait aussi Pierre Lesmelou qui était absent hier face à Leverkusen. Ça fait un cadre en plus. On a parlé évidemment de Dante, Schneiderlin, Attal et Dolberg, mais surtout Dante. Depuis qu'il est absent, eh bien c'est 5 défaites consécutives pour les Niçois, dont 4 à domicile. C'est la plus mauvaise série à domicile en cours pour les Niçois, et c'est 14 buts encaissés depuis l'absence donc du capitaine brésilien de l'OGC Nice. Alors Karim, vous dites c'est surtout dommage pour le football français. Alors est-ce que c'est cette fameuse aura de Patrick Vieira, champion du monde, champion d'Europe, grand joueur, qui fait que on devrait le plaindre davantage qu'un entraîneur lambda ? Non, je vois pas comme ça. Je dis c'est qu'à un moment il va y avoir un championnat d'après Covid, un championnat d'après Mediapro, où le football français va devoir réapprendre l'humilité, travailler sur d'autres bases, et je pense que le projet emmené par M. River était cohérent sur le long terme, c'est-à-dire prendre un jeune entraîneur, emmener un groupe sur 3 ans, ensuite les faire progresser tous ensemble, prendre des joueurs à fort potentiel, et ensuite essayer de créer un jeu aussi. Il y avait tout ça. Mais si au bout de 1 an ou 2, 6 mois, c'est chaotique sur la route et qu'on arrête, quel autre projet va être important ? Je pense que de la même manière, à Saint-Etienne, il essaie de réfléchir autrement, de proposer un autre football, une autre manière d'envisager un club de football. Et là, c'est tout ce que Patrick Vieira essayait d'incarner. Après, là où il a péché, je pense, comme Thierry Henry, je pense aussi, c'est de sous-estimer le championnat de France. Sans doute de méconnaître le championnat de France. Parce que vous n'avez pas le temps du championnat de France. Tous les matchs sont des vrais combats. Et les rares équipes qui veulent poser le jeu, qui veulent jouer au football, c'est très difficile. Et il y a le réalisme qui rattrape à chaque fois l'illusion. Est-ce que c'est plus compliqué selon vous, Vikas Jorassou ? Vous avez choisi un autre chemin après votre carrière, mais d'autres joueurs qui ont joué en équipe de France avec vous sont donc devenus entraîneurs. Thierry Henry était cité, Patrick Vieira. On a évidemment un regard différent sur eux. Là, vous voyez, on en fait un débat, un thème, parce que c'est aussi peut-être parce que c'est Patrick Vieira. Est-ce que si l'entraîneur de Nice était quelqu'un de moins médiatique, on en aurait fait un thème ? Est-ce que du coup, il a été jugé comme les autres pour vous ? Tout au long de ces 2 ans et demi à Nice. Je ne sais pas à quel moment c'est plus ou moins dur pour lui. En tout cas, je sais que ça a été... C'est un avantage au début et un désavantage quand ça se tourne mal ? Il est champion du monde. Par rapport à Thierry Henry, il y a des différences quand même, parce que c'était pas les mêmes joueurs. Lui, c'était un vrai coéquipier, très humble, super sympa avec tout le monde. Donc évidemment, il a réussi à transformer ça très facilement, de devenir très altruiste, le truc un peu égocentrique quand on est joueur, on le transforme. Thierry Henry, ça a été plus dur pour lui. Moi, je trouve que ce dont je suis sûr, vous en avez parlé un peu tous les deux, le président de Nice, à un moment, parle de fausses routes. Mais est-ce qu'il avait perdu le vestiaire ? Est-ce que les joueurs se plaignaient de lui ? Est-ce qu'il manquait de respect à ses joueurs ? Parce que Thierry Henry, on peut se souvenir de parfois ses prises de parole et un peu se moquer des joueurs, parce qu'il ne comprenait pas des joueurs qui étaient moins forts que lui. Je ne le vois pas du tout comme ça, moi, Patrick. Je le vois plutôt être avec les joueurs. Et donc, je pense qu'il méritait d'aller plus loin. J'espère le voir plus tard dans un autre club. Il sait transmettre, il sait partager, il sait être avec les autres. Il le sera ailleurs. J'espère peut-être à Arsenal, pourquoi pas, évidemment.
Alors Bertrand Latour, parce que vous êtes très informé, évidemment, vous avez entendu le questionnement autour des joueurs, parce qu'on sait qu'il y avait une rupture avec les supporters. Dans Thibaut, on a suffisamment parlé à chaque fois, justement, de ce mécontentement des supporters qui doit jouer, j'imagine, dans la tête d'un président. Est-ce que vous avez entendu parler d'une rupture avec le vestiaire ? Non, vraiment pas. D'ailleurs, le match d'hier face à Leverkusen en témoigne. Ils ont perdu cette rencontre 3-2. Je trouvais que le score était plutôt flatteur pour les Niçois, tellement la différence de niveau est importante entre les deux équipes. Mais par 2 fois, les Niçois sont revenus au score. J'ai vu une équipe qui était inférieure, peut-être imputée à Patrick Vieira, que la différence soit aussi grande entre ces deux équipes. Quoique, parce que souvenons-nous quand même qu'au coup d'envoi, il y a 6 joueurs de champ qui n'étaient pas là la saison dernière. Il n'y avait pas de fracture, évidemment, comme dans tous les clubs où ça se passe pas très bien. Ceux qui jouent moins, ceux qui sont parfois pas utilisés comme ils le voudraient peuvent se plaindre, mais ça c'est valable dans tous les clubs et même parfois dans des clubs où ça va bien, il y a des joueurs qui sont mécontents. Ça c'est le propre d'un vestiaire. Vikash il y a passé beaucoup plus de temps que moi, il sait très bien que vous pouvez pas faire 25 satisfaits, mais la fracture n'était pas là. La fracture qui pouvait y avoir, et d'ailleurs elle est très nette maintenant, elle était avec Jean-Pierre River, avec qui il n'y avait pas ou peu de relations. Ils étaient en très mauvais termes. Julien Fournier, le directeur général, était un appui de Patrick Vieira jusqu'à un certain point et la digue a cédé hier. Alors, la Ligue Europa, vous parlez du match contre Leverkusen, mon cher Bertrand, c'est vrai que c'est l'un des points noirs quand même de la saison, c'est une cata. Hein. Ah oui, totalement Greg. C'est une seule victoire pour les joueurs de Patrick Vieira dans cette saison de Ligue Europa. C'était une victoire face à l'Hapoel Beersheva, 4 défaites, 15 buts encaissés, dont 9 face au Bayer Leverkusen. Souvenez-vous, ils avaient pris 6-2 en Allemagne, ils en ont encore pris 3 hier. Et puis c'est seulement 8 buts marqués dans cette compétition. Bref, ils sont 3e de leur poule. C'est un bilan assez catastrophique. Il y avait le Slavia Prague, l'Hapoel Beersheva et Leverkusen dans le groupe. Bon, c'est vrai que ça ressemblait pas quand même à la poule de la mort. Je dis pas que c'était simple. Mais c'est vrai que 3 buts par match dans cette poule-là, de l'Europe, quand vous avez un peu d'ambition, vous avez un actionnaire qui a de l'argent, ça doit jouer à un moment, Pierre. Peut-être que si ils avaient fait appel à vous, pour revenir jouer en défense centrale, ça serait pas passé comme ça. Ouais, déjà, ça aurait été moins beau, ça c'est sûr. Mais non, moi, je suis un peu, j'aime beaucoup le projet Ineos en fait, mais ce qui me chagrine, c'est que je trouve que c'est beaucoup trop rapide, quoi. Enfin, quand je pense que c'est un club comme Nice qui a la chance d'avoir un ancien champion du monde et qui manage plutôt bien son équipe, parce que moi, quand j'ai regardé le match contre les Leverkusen, j'ai pas du tout senti une équipe qui a abandonné son coach ou quoi. Moi, j'ai juste vu en fait qu'ils prennent 3 buts sur coup de pied arrêté, où on sent qu'ils sont en manque de confiance cruel et que voilà, ils perdent des repères parce qu'ils ont plus de cadre et que c'est compliqué. Mais j'aurais voulu, j'ai plus l'impression que c'est un mauvais moment à passer. Et qu'en fait, ça aurait été encore plus constructif de garder justement Patrick Vieira et de l'accompagner dans ce moment difficile pour le conforter encore un peu plus. Et je pense que ça aurait pris peut-être une autre tournure avant la fin de saison, parce que j'ai l'impression, même si c'est vrai que son équipe n'est pas forcément agréable à regarder jouer, ça fait partie d'un cycle. Dans un projet comme celui d'Ineos, enfin si on change de coach tous les 2 ans, à un moment donné, c'est même plus un projet, quoi. Donc le laisser en place sur une bonne durée, où on le conforte dans son choix dans ces moments compliqués, je pense que Nice en serait sorti plus grandi. Un mot sur celui qui va remplacer Patrick Vieira, c'est Adrien Urcea qui est arrivé avec Lucien Favre, qui est parti, qui est revenu, qui était l'adjoint jusqu'à présent de Patrick Vieira. Il sera épaulé d'un ancien de la maison niçoise. Olivier, c'est Didier Digard. On peut pas vous dire qu'on connaît sa fiche Wikipédia par cœur. Non, clairement. Et puis, voilà, Ineos veut passer un cap. Nice n'y arrive pas à passer ce cap comme Lille peut le faire, comme Rennes peut le faire. Donc c'est compliqué. Est-ce que donner ce club-là à justement un coach qui n'a pas l'expérience du niveau professionnel, avec Didier Digard comme ça qui débarque, ça va être compliqué. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils visent un gros nom peut-être parce qu'ils peuvent pas l'avoir en cours de saison et ils le cherchent pour l'année prochaine. Alors à ce moment-là, pourquoi pas garder Patrick jusqu'à la fin de l'année ? Fin de la saison. C'est ça que je comprends pas, moi. Exactement. C'est que si c'est pour mettre un intérim et en fait le laisser jusqu'à la fin de la saison, il n'y a pas de cohérence. Mais beaucoup de clubs vont se poser à partir du 1er janvier comment payer les salaires. Donc, c'est ce qui est bien avec vous, c'est que tous les vendredis soirs, on a envie d'aller faire la bamboche. Dès qu'il nous est interdit, et vous êtes pas là responsable tout de du contexte économique de ce pays. Je sais bien, mais là, on est déjà assez triste pour Patrick Vieira. Vous me rajoutez qu'on ne pourra pas payer les salaires. Je vous rappelle quand même que Mediapro ne paiera pas la deuxième Merci Karim, en tous les cas, pour tout ce bonheur. Du coup, on va aller regarder ce qui se passe sur les réseaux avec Thibaut. Mais vous avez raison, évidemment, c'est dramatique. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. La nouvelle est tombée sur le compte Twitter de l'OGC Nice à 11h37 et la scène de liesse sur les réseaux sociaux parce qu'ils ne sont pas trop d'accord avec vous, les suiveurs de l'OGC Nice, les supporters.
commentaires. Pour eux, c'est vraiment ce qu'il fallait. C'est la bonne solution qui vient d'être prise. Plus de 610 retweets, 240 commentaires, que des messages et des messages. Vieira n'était pas à la hauteur. Merci pour tout, Pat, mais au revoir. Je retrouve une équipe. Merci, alléluia. Ciao, l'artiste. Des messages en veux-tu, en voilà, en pagaille. Et dans la foulée, après les scènes de liesse où on imaginait les Niçois un peu comme ça, là, à fêter dans leur salon, de confiner la démission, le départ de Patrick Vieira, tout simplement. L'éviction. C'est la tablette lag et du coup je lag en même temps. Vous vous rendez compte ? Je suis devenu une tablette. Et du coup sur les réseaux sociaux, on nous dit ça pourrait mettre Antoine Camboiré qui débarque. Coucou, il n'y aurait pas un poste de libre, ou encore l'homme de la situation, Bruno Genesio. Et finalement on nous dit all-in sur Allegri. Donc forcément quand Adrien Urcea est ressorti du lot, on s'est dit bizarre. Mais ce qui est monté dans l'après-midi, tout le long de l'après-midi, c'était plutôt ça. Laurent Blanc à Nice, ce serait vraiment cool quand même. Laurent Blanc en tendance sur Twitter. Pourquoi ? Parce que Laurent Blanc avait donné des indices. Il l'avait dit sur France Football. Regardez, il se verrait désormais plutôt entraîner des enfants dans le monde amateur. Donc certains se sont dit, c'est bien pour Nice, il y a beaucoup de jeunes à entraîner. Mais non, ça n'arrivera pas. Vieira limogé, Garcia non prolongé. Je vous laisse imaginer le scénario. En tout cas, certains l'imaginent déjà du côté de l'OL en fin de saison pour rebondir l'ami Patrick Vieira. Et puis l'Alliance Riviera, du coup, a été rebaptisée cet après-midi. L'Alliance Urcea et Gioia, son adjoint. Voilà, vous avez compris, c'est du montage de base. Hein. C'est du vieux paint. Vous pouvez le faire vous-même, Greg. Hein. En tout cas, voilà, c'est une bonne nouvelle pour beaucoup de supporters qui ont eu ce qu'ils voulaient. Urcea, très grand tacticien, technicien. Gioia, l'âme et la conviction. Digard, le lion intergénérationnel. Dion, l'optimisation et développement physique au top. Voilà, donc ils sont ravis. On verra les premiers résultats pour voir s'ils retournent vite leur veste ou pas. Voilà, et voilà ce qu'on pouvait dire sur le départ, l'éviction, le licenciement de Patrick Vieira du côté de l'OGC Nice. Dans un instant, la déclaration d'AVB qui ne passe pas. Elle est assez incompréhensible, on va en débattre évidemment. Et on parlera également de Neymar, de Messi et de ce match entre Marseille et Nîmes. Allez, à tout de suite. On va parler évidemment avec le footeur de Julien dans un instant. Il y aura également Neymar qui veut Messi au PSG. Est-ce que ça sous-entend le départ de Kylian Mbappé ? Bon, est-ce que c'est fantasme ou réalité ? Mais avant cela, on va revenir sur les déclarations de l'entraîneur marseillais André Villas-Boas. Alors regardez, on est le 24 septembre dernier. On va même l'écouter, il me semble. On l'écoute. Il est un joueur formé dans les côtés, qui on pense qu'il a des caractéristiques pour jouer comme numéro 9. Alors oui, c'est un joueur qui peut jouer dans d'autres positions. Je veux regarder un peu comment est-ce qu'il est, les notions qu'il a besoin d'apprendre encore. Sur le talent, on n'a pas de doutes. Sur le terrain, on n'a pas de doute. On pense qu'il a les qualités pour jouer numéro 9. Hier. Mercato, évidemment, nous a manqué 9 références. Là, on s'est peut-être raté. Parce que Louis ne va pas être cette joueur qu'on avait pensé, avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va falloir qu'on fasse quelque chose peut-être en janvier. Alors vous voyez, c'est quand même tout et son contraire, illustré en deux propos. Je pose la question, est-ce que André Villas-Boas s'est décrédibilisé après ses propos d'hier ? Regardons vos réponses. Seule la direction n'est plus crédible pour Thibaut. Le coupable est ailleurs, c'est un peu la même chose pour Olivier. Ah oui, pour Vicage Dorasso. Non pour Pierre Boubi, duel de footballeurs, mesdames, messieurs. AVB appelle un chat Karim Nedjari. Et il remercie à sa façon la cellule de recrutement. Alors moi je veux bien... Je vais commencer avec vous, Vicage Dorasso, vous dites oui. Je veux bien qu'on parle de la direction et j'imagine que petits camarades le feront dans un instant. Il y a un moment, c'est lui qui est devant les caméras, qui tient ses propos, qui dit que c'est un 9 de référence, que c'est un 9, et après il dit non. Mais alors il fallait peut-être orthographier différemment le mot 9, peut-être, je sais pas, qu'est-ce qui se passe ? Non mais ce qui me fait rire, c'est que nous on est là pour le décridibiliser, quoi, en fait, de sortir les vidéos, de les mettre l'une en face de l'autre. Bah non, c'est lui qui l'a dit. Non, mais on s'en charge, quoi. C'est un peu notre boulot. Et puis, ça me fait penser aussi, il y a très longtemps, on prenait des joueurs sur cassette. Puis, moi, j'ai même vu des joueurs arriver, c'était pas les mecs qui étaient sur la cassette, quoi. Donc, voilà, c'est à tout ça que ça me fait penser, quoi. Donc, à un moment où on a tout sur les joueurs, on sait vraiment, on a les valeurs, même sur les jeux vidéo, quoi. Ils sont notés, on connaît tout leur potentiel, leur capacité. Et eux, ils ont pris un joueur, ils savent même pas ce qu'il peut jouer devant ou sur le côté. Alors c'est pas que lui évidemment, c'est tout le club, mais ça fait un peu pas très sérieux à notre époque où vraiment on a toutes les données statistiques, chiffrées de tous les joueurs. On est capable de savoir s'ils tirent fort ou pas au but, avec des effets, voilà. Donc c'est assez rigolo. C'est vrai que la fiche signalétique, Pierre Boubi, a pas dû être parfaitement remplie quand même. Parce que là, on parle de l'OM, club qualifié en Ligue des Champions, les plus grands clubs français. Et vous prenez un gars, vous dites,
le 24 septembre, c'est le 9 qu'il nous faut. On l'a vu, c'est un 9, il va le prouver sur le terrain. 2 mois après, pardon, excusez-moi, en fait, il est peut-être défenseur central. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'il avait recruté comme un vrai numéro 9. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il pouvait potentiellement jouer numéro 9. Après, il savait très bien que c'était un joueur de côté. Le nombre d'entraîneurs qui ont dit que des joueurs étaient bons et que finalement ça s'est pas fait, il y en a des tonnes. Vous pouvez chercher dans tous les clubs de France, même cette année, vous allez en trouver plein. Le seul problème, c'est qu'il coûte très cher et qu'il est très jeune. Donc forcément, à un moment donné, ils veulent des résultats vite. Moi, ce que je vois, c'est qu'il a 18 piges, qu'il arrive de nulle part et qu'il faut lui laisser un peu de temps. Après, le numéro 9, il veut un numéro 9, moi, il me fait rire. Il y a Mitroglou qui est à la cave depuis 6 mois, même plus, et il veut pas le sortir. Donc, s'il veut faire des achats en janvier, s'il veut, mais il en a un sous la main qui lui coûte un bras. Il a juste à le remettre en condition, à le remettre en confiance. Donc ça me fait doucement rigoler. Mais sur le fait qu'il se soit trompé sur Luis Enrique, moi je prends pas ça comme un manque de crédibilité parce que des erreurs, il y en a plein qu'en font, et sauf qu'ils coûtent un peu moins cher. Oui, c'était un peu le fond du problème aussi. Vous avez oui, mais bon. Alors, c'est quoi son bilan à Luis Enrique là? Oh là là, il n'y a pas grand-chose à relever pour l'ailier gauche brésilien qui est sous contrat jusqu'en 2025 avec l'OM. Regardez, c'est seulement 4 bouts de match, une titularisation. C'était face à Porto en Ligue des Champions. Il avait eu la note de 3 sur 10 dans nos colonnes. Et c'est 3 entrées en jeu pour lui. 4 minutes seulement en Ligue 1. C'était face à Bordeaux. Bref, un bilan famélique. Alors, c'est vrai, merci Julien. Bon, on l'a dit, on a mis les deux déclarations parce qu'elles sont choquantes ou amusantes selon si on a envie de s'en amuser ou de trouver ça triste pour un club comme l'OM. Mais c'est vrai, quand Pierre parlait d'ailier, mais très vite on a su qu'il était ailier en fait. Très vite. Mais écoute, on nous dit l'OM n'a pas d'argent, il faut un 9. Ils vont mettre 12 millions, alors 8 millions selon les sources, 12 millions pour d'autres. Ça paraît complètement fou avec un peu de recul. Je sais que vous aimez bien me taquiner parce que mettre le doigt où ça fait mal au football français. Mais fait peur. Mais là, mais cette fois-ci, il faut expliquer ce qui s'était passé. Ils cherchaient un vrai attaquant pour jouer numéro 9. Ils n'ont pas trouvé sur le marché des transferts. Il restait 10 millions d'euros dans les caisses. Donc ils ont transmis cet argent-là sur du trading. Mais il était hors de question que ce joueur-là vienne numéro 9 tout de suite. Après, ça fait un peu cher le trading. Mais peut-être que ce joueur-là, à 18 ans, qui était visiblement recherché par d'autres clubs, fera rentrer de l'argent dans 1 an ou 2. Oui. Mais ça ne résout pas les problèmes actuels. Oui. Après, lorsqu'il dit, peut-être qu'avec un peu de chance, il aurait pu nous rendre service. Ils se sont rendus compte qu'à 18 ans, il ne se rendait pas service. Mais il a un petit jeune. C'est pas possible. Voilà. Et aujourd'hui, il ne peut pas remplacer Benedetto de suite. On ne peut pas avoir l'argent du beurre du trading et l'argent de la crémière tout de suite derrière. C'est pas possible, on peut tout avoir. Alors, moi je veux bien, mais vous me dites, il avait vous me dites, il avait 10 millions d'euros en trop, mais c'est pas un budget de com dans une entreprise. Mais non, c'est un budget de trading. Oui, non, mais quand vous avez énormément d'argent. Vous qui avez énormément d'argent en tant que présentateur. Vous avez l'argent pour... énorme. Voilà. Vous avez de l'argent que vous mettez en bourse pour gagner de l'argent plus tard et de l'argent pour payer les vacances. Mais eux, ils font la même chose. Ils se disent peut-être que lui, ces 10 millions d'euros en vaudront 30 mais sauf que dans la situation financière dans laquelle ils sont, ils étaient peut-être pas obligés de jouer le trading et de se dire bas de laine. Mais non, pas bas de laine, puisque de toute façon, avec 10 millions d'euros, vous avez plus rien, vous n'avez pas d'attaquant. Vous avez Mitroglou. Vous ressortez Mitroglou du trou et puis après, ça pourra servir. Ça coûte moins cher. Bon, d'accord, très bien, merci pour ce cours d'économie. Mais enfin, moi, je veux bien le trading. Je comprends que peut-être que dans 3-4 ans, il vaudra beaucoup plus cher. Là, aujourd'hui, vous avez une conférence de presse avec un joueur, avec un entraîneur qui vous dit qu'en fait, là, il vaut rien. Donc là, le trading, c'est pas tout de suite quand même. Mais il fallait, si c'était du trading, il fallait l'assumer et dire, voilà, effectivement, c'est pas un 9, mais on investit sur l'avenir. Là, c'est pas ce qui a été fait. Et on vise Villas-Boas, mais je suis désolé, c'est pas lui qui fait le il est en avance, recrutement. C'est pour ça qu'on l'a mis là. Oui, bien sûr, mais beaucoup de gens l'accusent, mais c'est pas lui qui fait le recrutement à l'OM, c'est pas l'entraîneur. J'ai l'impression de voir. J'ai l'impression de voir Tourelle à Paris qui demande un défenseur, on lui ramène Danilo. Là, il demande un 9, on lui ramène un ailier. Il y a une cellule de recrutement, il y a un responsable qui est Longoria. 8 millions sur un joueur qui est ailier. Alors Longoria, quand il est arrivé, Enrique, il a dit non, mais c'est un jeune qui peut jouer à tous les postes devant. Il suffisait juste de le regarder. C'est un joueur qui joue sur un côté, qui n'a quasiment jamais joué devant. Donc effectivement, si c'était du trading, il fallait l'assumer. Mais quand Marseille répète à longueur d'année qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent, je pense qu'ils n'ont pas le droit de se rater. 8 millions d'euros pour l'OM, aujourd'hui, ça compte. Et là, ils se sont plantés. Si. La seule chose que je vais regretter dans cette histoire, je trouve que Villas-Boas aurait dû se taire et rien dire. Parce que là, clairement, il envoie un scud à destination de sa direction en disant voilà, on est nul, on s'est complètement planté. Il aurait juste dû, à mon avis, la fermer. Alors, c'est vrai quand même que si on se met du côté du joueur,
ça doit quand même pas être super simple. Parce que là, le pauvre gamin, il arrive du Brésil en France, il porte le poids de son transfert sur les épaules, et en plus, il entend ça de la part de son coach. Il se dit, je vais jamais rejouer, en fait. Il a été présenté comme une pépite aussi. En plus, il y avait le Alors mot déjà, pépite. quand on nous annonce un joueur de 18 ans comme une pépite à Marseille, j'ai des doutes, parce que je me dis que les pépites viennent pas forcément à Marseille, plutôt tendance à aller à City, au Bayern. Donc déjà, je pensais que c'était pas une pépite, et là, c'est vrai que il est lui aussi attaqué, évidemment, puisqu'il ne sait plus trop où se situer. Dans quel projet il est? Est-ce que c'est maintenant qu'il doit être très bon ou dans quelques années? Voilà. Et quand on voit Lille qui prend des joueurs assez jeunes, parce que Jonathan David, par exemple, il a 20 ans, il a été acheté 2 ou 3 fois plus cher, je crois. Oui. Il faut du trading avec des joueurs qui coûtent encore plus cher. Donc 8 millions 20 d'euros. pour 60, quoi, grosso modo. Voilà, mais 8 millions d'euros, je trouve pas ça excessif quand on veut faire du trading. Mais quand les caisses sont vides, c'est beaucoup. Bah, c'est ça le truc, c'est que si les caisses sont vides, tu fais pas du trading. Bah oui. Tu prends des joueurs qui sont utiles maintenant, quoi. Bon, expliquez ça à Karim, mais faites-le tout à l'heure, parce que là, maintenant, c'est l'heure de type. Non, mais c'est pas les mêmes lignes de budget. Non, mais bien sûr. Mais là, comme on va pas faire tout à fait une expertise comptable, je me suis dit, on moi, va aller sur les réseaux sociaux. Je suis à votre service. Bien sûr. Votre service. Bah, je vous remercie. On parlera de nos placements tout à l'heure. Pour le moment, Thibaut, comment ça se passe sur les réseaux C'est une conf sociaux qui a fait énormément parler parce qu'en fait, derrière, il y a eu cette fameuse phrase, on a fait une erreur, qui est sortie avec Luis Enrique. Du coup, Luis Enrique est pointé du doigt, qui fait déjà assez sourire les supporters comme ça, pour que les journalistes ne remettent pas une couche. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde la déclaration en entier, on a manqué un œuf de référence, on s'est raté car Luis Enrique ne va pas être ce joueur pour jouer dans cette position. On a fait une erreur, on va peut-être être dans quelque chose en janvier pour régler ça. C'est pas forcément Luis Enrique l'erreur, c'est peut-être plutôt la cellule de recrutement sur le coup, c'est le fait de pas faire venir un œuf. Donc les supporters de l'OM, ils sont pas méchants avec Villas-Boas là-dessus sur cette déclaration, mais en effet, si Villas-Boas n'a pas dit qu'il s'est trompé sur le cas Luis Enrique, il affirme qu'ils se sont trompés sur le numéro 9, et ça c'est un problème depuis des années désormais. Donc en effet, les supporters de l'OM ont voulu remettre les choses au clair sur les réseaux sociaux en remettant la déclaration in extenso, mais aujourd'hui, il y avait, avant le match à Nîmes dont on parlera tout à l'heure, il fallait surtout penser à autre chose du côté des réseaux marseillais, souhaiter un joyeux anniversaire à Maxime Lopez qui est désormais à Sassuolo, joyeux anniversaire magicien, c'est le coach qui l'a souhaité, Florian Thauvin l'a souhaité à son ancien coéquipier aussi, Bouba Camara, et même le frère de Maxime Lopez lui a envoyé un message sur Instagram en lui mettant, c'est une histoire de famille, regardez-le tout petit là, avec le maillot du Brésil, et en dessous il a mis en légende, le short et le maillot ils te vont encore. Voilà, c'est une blague des autres ça va pas, mais là c'est en famille donc on avait le droit de la passer. C'est plutôt marrant. Merci Thibaut. La suite, c'est Messi que Neymar aimerait voir au Paris Saint-Germain, mais pour ça signifierait sans doute au niveau du budget, et là on aurait quand même déjà pour nous en parler évidemment. De retour dans l'équipe d'Estelle en ce vendredi soir, merci d'être avec nous pour parler de l'actualité du foot. La Ligue 1 reprend ses droits ce soir, gros week-end également. On parlera biathlon aussi tout à l'heure, mais pour le moment, voici le foutoir. Et le foutoir, c'est évidemment avec Julien Aliane. Vaut mieux que je l'ouvre mon foutoir quand même, c'est plus pratique pour vous lancer. Et on commence avec la crise du jour. Bah oui, entre Mediapro et la LFP qui n'ont toujours pas trouvé de solution au sujet des droits de TV. C'est les informations d'Étienne Moiti et Arnaud Herman qu'on a pu découvrir ce matin dans l'équipe. Le conciliateur nommé par le tribunal de commerce devait présenter aujourd'hui les solutions pour sortir de l'impasse. Mais un délai de quelques jours supplémentaires a été accordé aux deux parties pour tenter de s'entendre. Et selon le résultat des négociations, la LFP pourrait récupérer ses droits après avoir dit adieu à Mediapro. Et dans ce scénario, Canal+ pourrait, je dis bien pourrait, se placer avec une offre autour de 700 millions d'euros annuels. Bon, Karim Nedjari, je viens vers vous. En moins d'un quart d'heure, essayez de nous résumer la situation. Parce que là, on a l'impression que ça va négocier pour arriver à une situation qui libérera le foot français de Mediapro. Mediapro ne paiera pas donc le deuxième versement de 175 millions d'euros. Donc l'objectif pour eux, c'est d'enliser la situation le plus loin possible pour que dire à un moment donné, on libère tous les droits, mais on ne paye pas les deux versements, donc les 300 millions d'euros qu'on doit. Ça s'appelle tenir en otage une diffusion. Oui, et la deuxième chose, c'est de leur dire, et vous vous engagez à ne pas nous attaquer derrière. Ah, on lâche si vous ne nous attaquez pas. Vous nous attaquez pas. Et si vous ne nous attaquez pas, du coup, on libère les droits. Et dans ces cas, la Ligue peut récupérer les droits et les négocier à 600 millions d'euros avec bonus pour Canal+. Donc ils vont rendre l'argent des abonnements alors dans ce cas-là. Mais pour l'instant, eux, ils encaissent. Ouais. Ils encaissent, mais ils dépensent pas. Ah oui. Parce que pour la première fois dans l'histoire du football français, les championnats sera distribué gratuitement à partir de ce week-end. Mais ça là, vraiment, bon, merci pour cet éclairage. Mais Pierre Boubi, ça nous paraît complètement fou et c'est extrêmement triste pour ceux qui sont au sein de la chaîne. Évidemment, c'est très triste pour les présidents de clubs, les salariés des clubs, parce que ça va toucher évidemment le foot français et pas que les joueurs. Là, on se dit entre ce qui se passe là où c'est pas beaucoup d'argent, c'est pas d'argent du tout, et ce qui arriverait avec moins d'argent que prévu.
Je sais pas comment on s'en sort. Ah ben moi j'ai pas fait des études de comptabilité non plus, mais franchement le foot français va dans un mur là, parce que je vois pas comment sortir de cette situation. En plus, d'après les infos qui sortent un peu, ça va être compliqué d'avoir un deuxième prêt pour la LFP. Donc les clubs. Ça c'est certain. Tu n'auras pas de prêt puisque tu n'as plus d'argent pour pouvoir le garantir. Voilà, donc ça sent très mauvais. Ouais. Enfin, j'ai hâte que Canal+, les choses avancent un peu plus avec Canal+, et puis peut-être beIN Sport, enfin un diffuseur pour. C'est pour ça que Mediapro joue cette carte-là, en disant nous on est prêts, on s'entend, on lâche tout. Mais derrière, on fait table rase. Mais bon, il ne peut pas y avoir un GAFA qui arriverait dans l'histoire en se disant je vais en profiter pour arriver. Greg, ça fait tous les clubs français en rêve depuis 10 ans. Oui, mais c'est pas maintenant. C'est pas maintenant où c'est le plus compliqué qui vont arriver. Mais là où c'est le moins, c'est peut-être maintenant où c'est le plus compliqué, mais c'est où c'est le moins cher. Mais s'ils pensaient qu'il y avait un GAFA, ils négocieraient pas comme ça en disant à Canal, on est prêt à vous donner un Canal, même en payant moins cher que ce que vous avez payé il y a 5 ans, quoi. Donc le Canal peut récupérer tout à 600 millions d'euros avec des bonus à 700. Mais pour l'instant, donc c'est moins qu'il y a eu auparavant. C'est-à-dire ça, c'est l'offre jumelée avec beIN Sport. Voilà, oui. Donc 60% de moins que ce qui était prévu, c'est-à-dire 1,2 milliard. Donc ça veut dire que tout le monde a quand même fait des budgets avec le milliard qui devait tomber, et aussi tous les fonds de pension qui sont venus pour gober l'argent du football. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'il y a des clubs qui ça représente 70% de leur budget. Comme Nîmes par exemple. Ouais, par exemple. Donc, qui pourraient mettre la clé sous la porte, en fait. Il y a plein de clubs qui vont te dire qu'ils vont être en défaut de paiement. Mais là, prochainement, très vite, là, ils vont pas pouvoir payer les joueurs, les salariés, etc. Les salaires, puisque de toute façon, ils peuvent pas non plus avoir d'emprunt. Mais c'est quoi le péché originel, Olivier? C'est de miser tout sur les droits télé et pas développer autre chose, ou finalement c'est comme ça et il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une impasse. Là, même quand j'entends que Mediapro attaque Canal au tribunal, ça part dans tous les sens et ça devient n'importe quoi. Et on pourrait se demander, est-ce que la Ligue n'aurait pas le droit de rompre ce contrat avec Mediapro? Mais en fait, c'est juste impossible parce que Mediapro est sous la protection du tribunal de commerce. Donc, ils font pourrir la situation. Alors, expliquer, parce qu'ils ont joué la carte Covid très tôt dans la situation. C'est-à-dire que très vite, le président de Mediapro a parlé justement de la crise du Covid. C'était pas un hasard. Non, c'était pas un hasard. Et aujourd'hui, on est protégés. Voilà, exactement. Ils sont protégés par le tribunal de commerce. C'est ce que veut la loi française. Donc pour l'instant, on peut pas bouger. Mediapro est tranquille de ce côté-là. Mais on est dans une situation complètement improbable. Depuis 3 mois, Mediapro diffuse des matchs qui ne payent absolument pas. Donc c'est totalement improbable. Aujourd'hui, Canal, eux, ils vont être en position de force. Une fois que tout ça sera fini, on va venir les chercher. À mon avis, le prix, évidemment, le prix va baisser. Voilà, mais on a hâte que, évidemment, comme dit Pierre, que ça s'arrête, parce que là, il y a trop de choses en jeu, il y a trop d'emplois, il y a des clubs qui peuvent carrément se casser la gueule, donc ça, c'est compliqué, ouais. Oui, juste, moi, en tant que simple consommateur, je veux dire, ils vendent le foot à Mediapro, et nous ont forcé à aller chercher des abonnements ailleurs, partout. Ils ont éclaté l'offre. J'ai l'impression, moi aussi, d'être pris pour un pigeon, quoi, de devoir payer mon abonnement. RMC, Téléfoot, Canal+. C'est juste pas possible, quoi. C'est pas sérieux vis-à-vis de nous non plus, je trouve. Mais la question que les gens se posent, c'est pourquoi, en fait, aujourd'hui, les clubs ne ferment pas les portes à Mediapro? Parce qu'à partir du moment où vous ne payez pas, normalement, ils pourraient fermer. C'est qu'en fait, les clubs ont quand même besoin de cette visibilité-là, parce qu'ils ont quand même des panneaux publicitaires. Et il faut quand même que le spectacle et les clubs et la Ligue ne peuvent pas se mettre. Oui, parce qu'on pourrait dire il n'y a pas de spectateurs, autant de. Non, mais ils ne peuvent pas se mettre en défaut, puisque tant qu'il y a la négociation avec le médiateur, la Ligue ne peut pas se mettre en faute et refuser l'entrée des caméras. Ah, bien sûr, c'est qu'eux, ils veulent pas être tenus pour responsables, et en plus, ils ont de l'argent récupéré avec les panneaux publicitaires. Vous avez raison. Le héros du jour. C'est Burak Yılmaz, le buteur turc de Lille. Christophe Galtier, lui, se réjouit d'avoir un tel professionnel sous ses ordres. Il a une préparation quasi parfaite. Il a une hygiène de vie parfaite, et à 35 ans, on s'aperçoit maintenant, depuis des saisons, que les joueurs arrivent à jouer de plus en plus tard, et il fait partie de ces joueurs-là, mais c'est pas un hasard d'être performant quand on a 35 ans, c'est qu'on y met tout dans sa vie. Alors, c'est vrai, Pierre Boubi, que Burak Yılmaz, c'est un peu votre antithèse, 35 ans, hygiène de vie irréprochable, encore sur le terrain efficace. Il parlait pas de toi, là, Galtier. On n'est pas loin de la vérité quand même. Mais ce qui est sûr, c'est que, franchement, ils font plaisir, le LOSC, quoi. Et là, ils ont fait une Ligue Europa irréprochable. Ils étaient dans un groupe plutôt relevé. Chapeau. Ouais, non, mais après, moi, je vois deux identités fortes. C'est Galtier, déjà, dans un premier temps, et puis Yılmaz, qui
qui est incroyable. Il véhicule une telle énergie, une telle positivité. Franchement, c'est le genre je pense que c'est le genre de joueur que quasiment l'intégralité de l'effectif de Ligue 1 adorerait avoir, quoi. Donc, un leader. C'est un capitaine, un leader technique, un leader d'envie. Je pense que quand il rentre sur le terrain, ça se voit et puis il vient pas pour rien, quoi. Il est très bien, ça se passe très bien avec Galtier, parce que Galtier lui a dit voilà, la Ligue Europa, tu vas peut-être moins jouer. Il y a une très bonne entente entre le coach et le joueur, et c'est un capitaine sans le brassard, en fait, c'est tout. C'est un meneur d'hommes, et c'est le but qu'il met, il est pas simple. C'est le genre d'attaquant qui aurait bien fait de prendre l'OM, par exemple. Ah oui. La passe est belle, elle est parfaite, la passe, pour qu'il puisse tirer c'est Iconé, je crois, en une touche de balle. Et c'est vrai ce que dit Pierre, il emmène tout le monde, quoi. Il rentre sur le terrain et t'as envie d'y aller. Donc c'est super. Il emmène les supporters aussi. Excellent leader, Burak Yilmaz, ça plaît énormément aux supporters lillois. D'ailleurs, il a été élu joueur de la semaine en Europa League grâce à son doublé. Il est impressionnant, en effet, charismatique aussi. Beaucoup de votes turcs sur les réseaux sociaux, puisque c'est aux supporters de voter, et ils l'ont fait avec brio. Et puis en ligne aussi des Lillois là, qui sont ravis, parce qu'ils ont eu peur quand même. Ils étaient menés à 1-0, les Lillois, et donc ce matin, il y en a beaucoup qui se sont réveillés avec le sourire aux lèvres. Ils ont fait de beaux rêves. Ravis aussi de voir l'entrée de Timothy Weah, qui a longtemps été gêné par des blessures et qui est bien revenu, qui fait une bonne entrée. Donc certains militent pour que le prochain match face au Celtic, Niasse et Weah notamment soient titulaires, et à nouveau leur chance. Mais c'est bien, ça pousse derrière, il y a vraiment plus que 11 joueurs du côté du LOSC. Comme quoi, avoir quelqu'un qui s'est recruté, ça peut servir finalement dans le football. L'explication du jour. Oui, celle de Thomas Tuchel, qui était présent aujourd'hui en conférence de presse et qui a expliqué son choix de ne pas faire jouer Angel Di Maria mercredi face à Manchester United. Écoutez-le. C'était une choix très difficile parce que j'aime beaucoup Angel, j'ai beaucoup confiance, je laisse normalement toujours jouer. Mais pour le blanc et d'attaquer le dos et profondeur du terrain, c'était pas la caractéristique. C'est une option, oui, c'est clair qu'il peut jouer peut-être aussi en numéro 8. Il a fait ça pour Real Madrid, très très fort. J'étais un grand fan de lui. Quand il a joué pour Real sur cette poste-là. Il n'a pas joué cette poste maintenant pour longtemps, mais c'est une possibilité d'essayer, oui. Alors, c'est intéressant ce que dit Thomas Tuchel, la Vicage Dorasso, parce que on a le sentiment qu'il s'est passé un truc à Manchester. Ça pourrait être une équipe avec sur le terrain là, ces trois attaquants, mais c'est sans Di Maria. Il a toujours clamé son amour pour Di Maria, et là, de lui-même, il évoque le fait que Di Maria au Real avait ce poste dans le milieu de terrain. Il a tellement été bon récemment, enfin il y a même pas un an, quoi. Di Maria avec des stats incroyables. Il a sorti le Paris Saint-Germain parfois de grandes difficultés. On se rappelle le but contre Naples à la toute fin, quand il égalise. Il est capable de ça. Et c'est vrai, ça doit être hyper difficile pour un entraîneur qui a pu compter sur un joueur et devoir le sortir, parce qu'il faut être le plus performant possible, le plus honnête. Et je pense qu'il est malheureusement en difficulté aussi, parce que c'est dur de jouer avec Mbappé et Neymar sur le terrain en même temps, 3 joueurs offensifs qui vont défendre un peu moins, notamment les 2 autres, c'est difficile. Olivier, vous pensez que Angel Di Maria aura inévitablement sa chance dans les grands matchs, parce que là, il va jouer, j'imagine, contre Montpellier. Ça veut dire que quand ça va compter, oui, à nouveau sur le terrain. Oui, faut pas enterrer Angel Di Maria, c'est clair. Mais on a reproché tellement de choses à Tuchel depuis qu'il est au PSG. Là, je trouve que pour le coup, ça n'a pas été une décision simple. Il a pris, voilà, il a tranché, il a assumé, il a assis Di Maria sur le banc, ce qui n'était pas simple, pour mettre Moïse Kean devant, qui lui était en forme. Ça lui a donné raison. Pour le coup, on lui a reproché beaucoup de choses. Là, quand les choses marchent aussi, il faut le souligner, et c'est à son crédit pour le coup. La rupture du jour. Oui, selon les informations de nos confrères du Parisien, eh bien, le PSG RC, finalise un accord pour une rupture à l'amiable du contrat de l'Espagnol qui arrivait à échéance le 30 juin prochain. RC n'a joué que 22 minutes en Ligue 1 cette saison, lui qui émarge à 420 000 € brut par mois. Est-ce que Karim Nedjari, c'est pas la plus grosse PGCE du PSG, la plus grosse carotte ever, vraiment RC? Vous allez encore vous moquer de moi? Non, pas du tout, jamais. Cours d'économie, donc 25 millions d'euros achetés, 5 millions d'euros par saison. Ouais. Non, il y a rien. Parce que là, à un moment donné, on lui a donné l'argent, personne, il n'a pas braqué personne, mais il pourrait être un peu décent, quoi, quand même. Bon, en tout cas, être affûté. Le forfait du jour. Oui, coup dur pour Montpellier. Le capitaine Andy Delors, encore une fois, positif au coronavirus. Donc, il ne jouera pas face au Paris Saint-Germain ce week-end, samedi. Depuis lundi, j'ai des symptômes, grosse fatigue. Testé une 2e fois en 3 mois au coronavirus. Je suis donc forfait pour le PSG, a-t-il déclaré. Paredes me manquait tellement en plus. Prenez soin de vous. Rappelez-vous, la saison dernière, il y a eu des échanges un petit peu houleux entre Andy Delors, Neymar et Paredes.
L'échec du jour, Julien. Oui, Oussem Aouar aurait dû signer à la Juve l'été dernier. Selon les informations d'Hervé Penaud, le milieu formé à Lyon s'était mis d'accord avec les Turinois et un transfert de 55 millions d'euros était à l'étude, assorti du prêt payant de Federico Bernardeschi. Seulement, l'ailier italien de la Juve de 26 ans a changé d'avis du jour au lendemain, faisant capoter la transaction. La Juve a encore eu la possibilité de tenter Aouar, mais le départ de Douglas Costa au Bayern dans les dernières heures du mercato était trop tardif, puisqu'en Italie, le mercato se fermait quelques heures plus tôt, et Aouar était déjà, lui, à Clairefontaine avec l'équipe de France. Comme quoi, ça se joue à rien. On le répète souvent, et vous, anciens joueurs, vous le répétez tout le temps, même sur les plateaux, Vicage Dorasso, mais là, un transfert à la Juve, pour 55 millions d'euros qui ne jouent pas parce que celui qui doit être échangé ne veut pas ou parce que c'est un peu tard, parce que le mercato ne termine pas à la même heure, on peut comprendre peut-être un début de saison un peu chaotique. Mais ça joue à peu de choses et ça joue à beaucoup de choses aussi. Oui. Il faut convaincre quand même un gars de venir jouer à Lyon. Ils semblaient d'accord au début, c'est ça que je veux dire. Oui, mais ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à mettre l'argent entièrement sur lui. Ça veut dire qu'ils étaient prêts, mais si on libère un joueur parce qu'on n'est pas sûr de ta valeur, etc. Donc finalement, il n'y est pas. Puis souvent, moi j'ai vécu ça, hein, les joueurs, on nous raconte que ça aurait pu se faire, mais puis finalement ça se fait pas. Voilà. Ce que disent les agents, ce qui se passe dans les bureaux, on n'y est jamais, nous les joueurs. Parce que le billard à 3 bandes dans le foot, j'y crois rarement, parce qu'il y a tellement aujourd'hui d'enjeux, d'agents en place qu'il faut après, ça te fait une équation à 20 inconnus et c'est très compliqué, quoi. Voilà, c'était 55 millions d'inconnus quand même perdus pour Jean-Michel Aulas. C'est peut-être la Juventus pour Aouar à qui on souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Le confiant du jour. Oui, c'est Miguel Trauco, le latéral gauche des Verts, qui ne veut absolument pas parler de maintien. Saint-Etienne, qui va jouer face à Dijon, donc c'est presque déjà une finale entre deux mal classés. On va écouter le latéral gauche stéphanois. Non, non, on ne parle pas de maintien. Pour une raison très simple, avec la qualité qu'on a et quand on connaît le groupe comme moi, cette idée ne passe pas dans nos têtes. Et puis on termine avec le souhait du jour. Oui, celui d'Olivier Giroud qui veut rester à Chelsea. L'attaquant français s'est confié au site officiel de son club après un quadruplé retentissant, souvenez-vous, à Séville mercredi en Ligue des Champions. Je suis à peu près sûr que je peux gagner plus de temps de jeu et rester à Chelsea parce que c'est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec ce club, mais on ne sait jamais dans le football, tout va très vite. Mais maintenant, je suis très content. Je suis un homme heureux et je suis fier d'être un joueur de Chelsea. Je pense que si je joue plus qu'en début de saison, j'ai de bonnes chances d'être en forme et d'être prêt pour l'Euro. Bon bah voilà, problème réglé. C'est sûr qu'avec le ratio qu'il a, s'il continue pas de jouer, moi je comprends plus rien. Il y a un problème. Le mec, à chaque fois qu'il joue et à chaque fois qu'on dit qu'il est mort, il met doublé ou triplé. Donc, je pense qu'il a eu une conversation quand même avec son coach et les garanties pour pouvoir dire ça. Mais j'espère qu'il va rester, j'espère qu'il va continuer de marquer et puis j'espère qu'il sera à l'Euro aussi. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. Il est temps maintenant de revenir sur les déclarations fracassantes de Neymar à l'issue de la rencontre à Old Trafford et la victoire du PSG 3-1. Oui, il veut rejouer avec Lionel Messi. Écoutez, plutôt que de vous le raconter, on va l'écouter. J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Pour profiter à nouveau de lui. Je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine. Nous devons le faire l'année prochaine. Alors, ça fait la une. Bien sûr, dans le journal du jour, on nous explique que la sortie de Neymar n'est pas anodine. En gros, Neymar envoie un message à ses dirigeants. Si vous pouvez recruter Messi, allez-y. La star du PSG a également conscience des limites actuelles de l'effectif parisien qui ne semble pas taillé pour remporter la Ligue des Champions, un défi ultime du Brésilien. Autre élément à prendre en compte, Neymar a encore 18 mois de contrat avec le Paris Saint-Germain et se retrouve aussi en position de force. Même s'il n'a pas encore prolongé, il sera attentif aux ambitions des dirigeants parisiens. Alors, qui dit Neymar, qui dit Messi, dit beaucoup d'argent, ça c'est un fait. Il y a aussi Kylian Mbappé. Alors, est-ce que, on vous pose la question, il faut vendre Kylian Mbappé pour récupérer Messi du côté du PSG? C'est ce qu'il faut. Mbappé est déjà parti pour Thibaut. Non. Soyons sérieux même pour Olivier. Non pour Vicage Dorasso. Non pour Birboubi. Alors avec Messi, ne dites pas la suite, on la devine très bien, Karim Djari. Et Messi doit finir sa carrière au Barça. Voilà un romantique, c'est Julien Aliane. Tiens, j'ai commencé avec vous, Karim Djari. Oui, mais ça montre quand même l'importance de Neymar. Il est un peu directeur sportif sur le coup. On avait parlé du fait que pour prolonger, il voulait des garanties. Et Mbappé et Neymar. Messi, c'est une garantie, hein. Alors avec des si. Partons, le premier si, ça veut dire et si Mbappé, comme tout le monde le dit, veut partir et qu'il soit vendu. Déjà, il faut qu'un club puisse l'acheter, autour de 250 millions d'euros. Mais s'il y a un club comme le Real Madrid, pourquoi pas? Ensuite, quel club peut s'offrir Neymar et Messi?
Mais ne serait-ce que Messi seul. Manchester City, qui peut lui proposer un projet avec New York derrière, mais sinon le PSG. Le PSG peut lui proposer, peut-être pas les 80 millions d'euros qu'il touche par an, mais lui proposer un salaire pour jouer en France, jouer contre Dijon et jouer contre tous ces trucs, parce qu'il va falloir payer ce prix-là. Tous ces trucs, soyez un petit peu respectueux pour la Ligue 1, s'il vous plaît. Non, voilà, non, mais je veux pas manquer de respect à Dijon et je m'en excuse. Hein. Mais la deuxième chose, c'est ensuite, on pouvait créer un système où il peut être sponsor de la Coupe du Monde du Qatar en 2022. Il peut être ensuite il peut avoir une fondation, comme Neymar a une fondation. Vous voulez dire, en fait, son salaire réparti différemment. Voilà, et il peut être aussi figure de la Qatar Bank, comme les Neymar. Donc c'est une possibilité de le faire venir et de faire un montage financier dans ce système-là. Pour pas que ce soit impacté dans les finances du PSG. Voilà. Et après, il faudra aussi le convaincre de venir jouer en Ligue 1. Ouais. Ce que vous disiez tout à l'heure, dans d'autres thèmes plus sexy. Julien Aliane, ça donne quoi cette histoire-là au niveau du contrat d'Mbappé? On va regarder la situation contractuelle du numéro 7 parisien qui est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2022, donc il lui reste aussi 18 mois de contrat. Il a un salaire un peu plus de 2 millions d'euros par mois brut, et puis sa valeur marchande. Alors aujourd'hui, elle est estimée à 180 millions d'euros, mais bien évidemment, ça peut évoluer dans les mois à venir. Alors, c'est vrai que pour le vendre 180 millions d'euros, c'est-à-dire au prix d'achat, Olivier, normalement, un transfert est amorti. Là, il reste plus qu'un an, donc ça veut dire qu'il faudrait enlever 180 divisé par 5 et vous enlevez les 4/5e. Là, ça ne sera pas le cas, évidemment, de Kylian Mbappé, mais pour faire monter les enchères, si j'ose dire, il faudra plusieurs clubs intéressés. Ça pourrait être le Real Madrid, qui s'intéresse depuis longtemps, mais il y a la situation de Zidane qui semble fragile. On connaît, et Karim nous l'explique suffisamment souvent, les relations entre Florentino Pérez et le Qatar. Ils vont pas aller au bras de fer. Liverpool pourrait rentrer dans la danse. Est-ce que si l'offre intervient à 180 millions d'euros, le PSG sera vendeur quoi qu'il arrive? Par exemple, pour libérer de l'espace pour Messi ou autre? Il y a un moment, de toute façon, Mbappé est en fin de contrat en juin 2022. Donc, il y a un moment, il va falloir le vendre. Mbappé peut pas partir gratuitement. C'est sûr. Soit on prolonge, soit on le vend. C'est ça que vous nous dites. C'est ça, c'est obligatoire. Après, jusqu'à maintenant, Mbappé n'a pas encore dit qu'il voulait partir. La volonté des dirigeants du PSG est plutôt de prolonger Kylian Mbappé. Et puis moi, je ne prends pas trop au sérieux cette déclat de Neymar. Elle a été prononcée dans l'euphorie de la victoire, 5 minutes après. Voilà, ils viennent de gagner à Manchester, c'est chouette. Il dit même qu'il est prêt à laisser sa place. Voilà, il est interrogé en plus par ESPN Argentine, qui était venu chercher ce genre de truc, qui lui fait sortir ça. Oui, mais enfin, il a assez d'expérience pour éviter de répondre ça, s'il n'a pas envie de le répondre. En même temps, il n'allait pas répondre. Non, j'aimerais pas qu'il vienne. Non, mais il peut répondre, c'est pas mon problème, c'est aux dirigeants de voir. Oui, bien sûr. Après, évidemment que si le PSG a l'occasion de faire Messi, ce serait quelque chose d'incroyable. Mais le salaire de Messi, même s'il est gratuit, viendrait complètement plomber le budget du PSG. Je suis pas sûr que le PSG doive mettre tous ces sous sur Messi. Il y a quand même des choses à faire avant dans cette équipe. Il y a un défenseur central qui est attendu depuis un certain temps. Il y a un milieu de terrain à prendre. Avant de prendre Messi, il faut peut-être construire un collectif. C'est vrai que vous dites qu'il est gratuit, pas de transfert, c'est ça que vous sous-entendez. Pas de transfert. Une prime à la signature, j'imagine bien quand même que le clan Messi s'en occupera. C'est vrai quand même, Vicage Dorasso, si d'un strict point de vue football, voilà, plaisir, kiff, ce que vous voulez, imaginez Messi jouer en Ligue 1 aux côtés de Neymar, ça a de la gueule, mais c'est vrai que ça sous-entendrait le départ de Kylian Mbappé. C'est un petit peu le choix de Sophie, là. Est-ce qu'ils peuvent jouer les trois ensemble? Je ne suis pas sûr. Ça veut dire garder les deux, les payer les trois. Ça fait beaucoup. Ils jouera 8. Pardon? Ils jouera 8 parce qu'il y aura plus grand monde. Mais après, ils vont marquer des buts aussi. Je veux dire, ah oui. Messi en Ligue 1, c'est 90 buts l'année prochaine. Il va rigoler, quoi. Non, mais après, il faut évidemment défendre et il faut leur apporter le ballon. Et puis, il faut se trouver des joueurs capables de donner le ballon à ces trois joueurs-là, quoi. Parce qu'il ne faut pas se tromper, parce que si tu donnes la balle à l'un d'entre eux, les deux autres ne sont pas contents, quoi. Donc, il faut oser pas donner la balle aux joueurs, quoi. C'est difficile. Je ne sais pas quel est l'intérêt du Paris Saint-Germain, mais ils ont réussi à faire Mbappé-Neymar quand même. C'était impensable au moment où ils l'ont fait. Franchement, moi je me suis dit c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Donc ils sont évidemment capables d'aller chercher Messi, mais moi je pense qu'il y a aussi un problème avec l'entraîneur. On regarde aussi qui sera l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui est capable d'entraîner cette équipe-là pour l'emmener en finale de Ligue des Champions. Ce qui est sûr, Pierre Boubi, c'est qu'il y a un vrai problème à Barcelone, ou en tout cas, est-ce que c'est un moyen de faire monter les enchères? On sait que les élections vont arriver, on sait que ça va être compliqué de payer les joueurs au mois de janvier du côté du FC Barcelone. On sait qu'ils n'ont pas pu recruter de Memphis Depay, où il y avait une quinzaine de millions d'euros, ce qui est évidemment énorme, mais qui ne semble pas dingue pour le FC Barcelone. C'est quoi? C'est une stratégie du clan Messi avec les potes et on va à la rescousse? Est-ce que c'est un moyen de confirmer ce que disait Karim? C'est City ou le PSG
Comment vous voyez cette histoire-là Moi, je vois qu'il a envie que ce soit la fin. Surtout, je pense qu'il a envie de partir. Son coup de gueule d'il y a quelques temps n'était pas anodin. Il a réussi à avoir la tête de Bartomeu, mais je pense vraiment qu'il a envie de partir. Moi, je le vois plus partir du côté de Manchester City pour la simple raison qu'il y a Pep Guardiola. Et si jamais, pour moi, le PSG veut Messi, je pense qu'il va falloir que Pep Guardiola vienne au PSG. Et Guardiola a prolongé en plus. Donc c'est impossible. Oui, mais alors est-ce que ça serait pas un peu, panache, champagne, ce que vous voulez? Non, mais ça ressemble à rien, Greg. Non, mais parce que, vous voyez, il a gagné Guardiola. Guardiola n'a pas gagné sans Messi. S'il fait revenir Messi, on aura toujours un doute. Et alors que là, ça peut être un nouveau défi. Non, mais le truc, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi. Excuse-moi, Karim. Non, allez-y. Non, il y a un truc que je comprends pas, c'est Mbappé est le pilier du projet du PSG par rapport à tout ce qu'il a. Mais vous retenez pas un joueur contre son gré. Non, mais bon, à un moment donné, il est sous contrat aussi, donc c'est les contrats, il y a des choses à respecter aussi. Lui, il vient, il dit, je veux emmener le PSG au plus haut sommet de l'Europe. S'il part sans l'avoir fait, moi, je pense et je suis convaincu qu'il a envie de le faire encore. Bien sûr, mais sauf qu'à un moment, il y a des contrats. À un an de la fin du contrat, vous pouvez pas dire il y a un contrat à respecter. Vous avez de l'argent à récupérer, c'est ça la priorité. La seule chose qui pourrait arriver, c'est que le Qatar, une décision qui viendrait de l'émir en disant peu importe, on garde Mbappé jusqu'au bout, quitte à qu'il soit libre en 2022, mais au moins on l'a emmené jusqu'à la Coupe du Monde du Qatar. Ah, quitte à s'asseoir sur les 180 millions. Mais de toute façon, voilà, on le garde. Alors après, je pense que si Mbappé devait signer, je pense que ça aurait été déjà fait. Parce qu'on n'attend pas, et quand on n'annonce pas, ou alors les négociations ont lieu et elles sont rudes, mais s'il re-signe, ça serait une vraie performance de Leonardo. Alors, le transfert de Messi en chiffres, je pense qu'on va halluciner. Oui, c'est assez ahurissant. On va commencer avec son salaire annuel brut. Il est de 80 millions d'euros à l'Argentin. Sa valeur marchande aujourd'hui, elle est estimée à 100 millions d'euros. Pourquoi ? Parce qu'il est en fin de contrat dès juin prochain, donc le 1er janvier 2021, il pourra s'engager où il voudra, Léo Messi. Une pige de Thibaut Vézérian qui va nous dire comment c'est accueilli sur les réseaux sociaux, cette histoire-là. Peanuts. Pour vous, c'est quoi 3 jours de boulot Exactement. Bien sûr. Une petite semaine, tranquillement. Voilà, non, mais Messi, ça a accueilli en fanfare. Alors, il y a ceux qui disent que c'est tout bonnement impossible, et puis, de l'autre côté, sur les réseaux, d'autres qui estiment que la clé, c'est la prolongation d'Mbappé. Donc, en effet, si on sent du côté du PSG que Mbappé veut partir, et ce qui se dessine selon Karim Nedjari, il y a un instant, qui dit que ce n'est pas encore fait, donc ça ne va jamais se faire, alors le PSG devrait préparer le coup avec, après Messi, Haaland ou un autre. Choisissez judicieusement, nous dit-on. Côté argent, on nous dit aussi que de l'autre côté, il y a Cavani, Thiago Silva, voire même prochainement Di Maria qui sont partis, donc ça peut économiser largement de la masse salariale pour faire venir un Messi. Mbappé plafonne maintenant au PSG pour qu'il progresse dorénavant. Il lui faut partir, c'est ce qu'on entend énormément sur les réseaux. J'aimerais bien plafonner à ce niveau-là. C'est vrai que voilà, on peut plafonner à n'importe quel niveau en fait. Mais, tout en haut, c'est bien. Mais lui, il plafonne très haut. Et en effet, ça fait en plus que 15 jours qu'il plafonne. Oui. Mais bon, ça, vous savez, la culture de l'instant sur Twitter, elle est totalement là. Il sera bientôt le nouveau roi du PSG en marquant quelques buts. Mais pour l'instant, je vois pas la plus-value sur le moyen terme pour le club. C'est ce que beaucoup disent aussi de façon négative. Voilà, le PSG, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à faire venir un Messi vieillissant entre guillemets face à un Mbappé qui va arriver bientôt dans son prime. Non, on n'a pas envie que Paris devienne une équipe de vieux invendables comme Marseille, nous dit-on même. Alors Marseille n'avait rien demandé dans l'histoire, mais la rivalité est là. Messi, quand même, on peut s'emporter. On a fait quand même un sondage parce qu'il y en a eu plein des messages là-dessus. On nous a dit aussi, il faut aussi vendre Kimpembe pour recruter Ramos. Bref, mais à l'arrivée, voilà, plus de 2000 votants et c'est un plutôt oui vendre Mbappé, mais 53%, on peut considérer que c'est hyper équilibré. C'est Messi quand même. Allez, un mot très rapide. Non, mais ils ont contraint Neymar à rester, le PSG quand même, les Qataris. Et Mbappé peut aussi, lui, aller au bout de son contrat et partir libre. C'est autorisé. Oui, c'est autorisé. C'est un feuilleton que nous suivrons, évidemment. Vous imaginez bien. C'est du pain béni pour nous, ce Messi, Neymar, Mbappé, et pour vous, suiveurs du football.